Vercors et Dino Buzzati sont contemporains. Le premier est né en 1902, le second 4 ans plus tard, en 1906. Ils ont écrit chacun des nouvelles, célèbres d'ailleurs. Deux d'entre elles portent sur l'enfance et j'ai décidé d'intituler ces deux lectures « Deux enfants en pleurs » ou « Les larmes de deux enfants » plus exactement. J'ai voulu mettre en tension ces deux récits qui concernent les destins d'enfants aux destins liés, et je vais donc vous en faire la lecture. La première nouvelle a été publiée en 1951. Il s'agit de Ce jour-là de Vercors, qui fait partie du recueil Le silence de la mer, donc Vercors alias Jean Brulaire, publié donc en 1951 chez Albin Michel. Je vous montre l'édition que j'utilise ici en livre de poche. La seconde nouvelle de Dino Buzzati s'intitule « Pauvre petit garçon » et a été publiée dans le Cas, édité en italien chez Mondadori en 1966 et publié l'année suivante, en 1967, en français, donc chez Robert Laffont. J'utilise également l'édition de poche. Je commence donc par Ce jour-là de Vercors. Le petit garçon mit sa main dans celle de son père sans s'étonner. Pourtant, il y avait longtemps, pensait-il. On sortit du jardin. Maman avait mis un pot de géranium à la fenêtre de la cuisine, comme chaque fois que papa sortait. C'était un peu drôle. Il faisait beau. Il y avait des nuages, mais informes et tout effilochés, on n'avait pas envie de les regarder. Alors le petit garçon regardait le bout de ses petits souliers qui chassaient devant eux les graviers de la route. Papa ne disait rien. D'habitude, il se fâchait quand il entendait ce bruit-là. Il disait « Lève les pieds !» Et le petit garçon levait les pieds un moment, et puis, sournoisement, il recommençait petit à petit à les traîner, un peu exprès, il ne savait pas pourquoi. Mais cette fois, papa ne dit rien. Et le petit garçon cessa de traîner ses semelles. Il continuait de regarder par terre. Ça l'inquiétait que papa ne dit rien. La route s'engageait sous les arbres. La plupart étaient encore sans feuilles. Quelques-uns verdoyaient un peu, des petites feuilles d'un vert très propre et très clair. On se demandait même si elles n'étaient pas un peu sucrées. Plus loin, la route tournait, on verrait la grande vue sur le Grésivaudan, le grand rocher qui tombe à pic, et là-dessous, tout en bas, les tout petits arbres, les toutes petites maisons, les routes, comme des égratignures, l'Isère qui serpente sous une brume légère, légère. On s'arrêterait et on regarderait. Papa dirait « Regarde le petit train » ou bien « Tu vois la petite tache noire là qui bouge sur la route, c'est une auto. Il y a des gens dedans. 4 personnes, une dame avec un petit chien blanc et un monsieur avec une grande barbe. »
petit garçon dirait « Comment tu les vois ?»« Je me suis fait greffer une petite lunette dans l'œil gauche, tu sais bien, dirait papa. Regarde, dirait-il en écarquillant son œil, tu ne la vois pas ? Et lui, comme il n'est pas très sûr que ce soit vrai ou pas vrai, ben, pas très bien. Peut-être qu'à ce moment-là, papa rirait et il prendrait sur ses épaules une jambe de chaque côté. Mais papa regarda distraitement la grande vue et ne s'arrêta même pas. Il tenait la petite main de son petit garçon bien serrée dans la sienne. De sorte que, quand, un peu plus loin, on passa près de l'endroit où le bord du fossé monte et descend, le petit garçon ne put pas lâcher son père pour grimper la petite pente en disant « Regarde papa, je grandis, je grandis, je grandis. Regarde, je suis plus grand que toi. Et maintenant, je rapetisse, je rapetisse, je rapetisse. » Ça l'ennuya un peu parce qu'il était très attaché au rite. Ça faisait une promenade qui ne ressemblait pas tout à fait aux autres. Un peu plus loin, il y avait le rocher de pierre carrée. On s'y asseyait d'habitude. Il se demanda si cette fois-ci on s'assiérait. Le rocher de pierre carrée s'approchait et le petit garçon se demandait si on s'assiérait. Il avait un peu peur qu'on ne s'assit pas. Un petit peu peur, vraiment, de la vraie peur. Il tira doucement sur la main de son père quand ils furent tout près. Heureusement, papa se laissa tirer et ils s'assirent. Il ne dit rien, mais souvent, assis sur cette pierre, papa ne disait rien. Quelquefois seulement, quand il faisait très chaud, ouf, ça fait du bien. Aujourd'hui, il ne faisait pas très chaud. La seule chose pas naturelle, c'était que papa ne quittait toujours pas la petite main. D'habitude, ici, papa la lâchait, sa main, et le petit garçon, qui n'aimait pas rester assis bien longtemps, grimpait sous les arbres et cherchait des pommes de pin. Quelquefois des fraises, mais il n'y avait pas souvent des fraises. Il restait assis et le petit garçon ne bougeait pas du tout. Il faisait même attention à ne pas balancer les jambes. Pourquoi ? Je ne savais pas. C'était parce que papa lui tenait la main comme ça. Il ne pouvait même pas, il ne voulait même pas penser aux pommes de pin, aux fraises. D'ailleurs, il n'y avait sûrement pas de fraises, et puis, les pommes de pin, ce n'est pas tellement amusant. Mais de ne pas bouger, il eut de nouveau un peu peur. Oh, pas beaucoup, un peu seulement, un tout petit peu. Comme quand on est couché et qu'on entend craquer des choses dans le noir, mais qu'on entend aussi papa et maman qui parlent dans leur chambre. Il était content que papa lui tînt sa main, parce qu'ainsi on a moins peur. Mais comme il avait peur justement, parce que papa lui tenait la main, alors le petit garçon, pour la première fois, pendant une de ses promenades, aurait bien voulu revenir à la maison. Comme si son père l'avait entendu, il se leva. Le petit garçon se leva, se demandant si l'on rentrerait ou si l'on irait, comme les autres fois, jusqu'au petit pont sur la Grisonne. Il ne savait pas très bien ce qu'il préférait. On partit vers le petit pont, alors, tant mieux. Sur le pont, ils regardèrent le torrent. Papa disait le rue. Filé en garouillant entre les pierres qui ressemblent à de grosses dragées. Un jour, papa lui avait rapporté un petit sac rempli de toutes petites pierres, comme ça, et c'était des bonbons.
il y avait très longtemps, c'était même avant Noël, il ne se rappelait même plus bien. En tout cas, depuis ce temps-là, il n'avait jamais eu de bonbons, et il aimait énormément regarder les pierres du torrent. On aurait dit que ça lui faisait plaisir aux yeux, comme les bonbons à la langue. Papa dit, depuis le temps que cette eau coule, le petit garçon trouva ça drôle. Bien sûr qu'elle coulait depuis longtemps. Elle coulait déjà la première fois qu'ils étaient venus. D'ailleurs, on n'aurait pas fait un pont s'il n'y avait pas eu d'eau. Et quand ton petit garçon à toi, dit papa, aura une grande barbe blanche, elle coulera encore. Elle ne s'arrêtera jamais de couler, dit papa en regardant l'eau. C'est une pensée reposante, dit encore papa, mais ça se voyait, ce n'était pas pour son petit garçon, c'était pour lui-même. Ils restèrent très longtemps à regarder l'eau, et puis enfin, on s'en retourna. On prit le chemin du hérisson, le petit garçon l'appelait comme ça, depuis qu'ils y avaient trouvé un hérisson. Ça grimpait un peu. On passait devant la fontaine de bois, celle où, dans une auge faite d'une bille de chêne creusée, tombe le filet d'une eau si limpide au champ d'un cristal si pur qu'elle donne soif rien qu'à la regarder. Mais il ne faisait pas très chaud. Tout en haut, le sentier tournait un peu et redescendait de l'autre côté de la colline. De tout en haut, on verrait la maison. On la voyait très bien. Ce qu'on voyait le mieux, c'était la fenêtre de la cuisine avec le pot de géranium tout vert et orange dans le soleil, et maman était derrière, mais on ne la voyait pas. Mais papa devait être fatigué, parce qu'avant d'arriver en haut, il s'assit. D'ordinaire, on ne s'asseyait jamais sur ce tronc d'arbre. Il s'assit et attira son petit garçon entre ses genoux. Il dit, « Tu n'es pas fatigué ?»« Non, » dit le petit garçon. Papa souriait, mais c'était d'un seul côté de la bouche. Il lui caressait les cheveux, la joue. Il respira très fort et dit, « Il faut être très sage avec ta maman. » Et le petit garçon fit oui de la tête, mais il ne trouva rien à dire. « Ah bon, petit garçon, dit encore papa, et il se leva. Il prit son petit garçon sous les aisselles, et il le souleva jusqu'à son visage et l'embrassa 2 fois sur les 2 joues, et il le remit par terre et dit d'une voix ferme, « Allons !» Ils se remirent en route. Ils arrivèrent en haut et on vit le mur du jardin, les 2 mélèzes, la maison, la fenêtre de la cuisine. Le pot de géranium, il n'y était plus. Le petit garçon vit tout de suite que le pot de géranium n'était plus à la fenêtre de la cuisine. Papa aussi, sûrement. Parce qu'il s'arrêta en serrant la petite main dans la sienne, plus fort que jamais, et il dit « Ça y est, je m'en doutais. » Il restait immobile à regarder en répétant « Bon Dieu, comment ai-je pu, puisque je le savais. » Le petit garçon aurait bien voulu demander quoi, mais il ne pouvait pas parce que papa lui serrait la main si fort. Et il commença d'avoir mal au cœur, comme le jour où il avait mangé trop de purée de marron. Alors papa dit « Viens !» Et au lieu de descendre, ils retournèrent sur leur pas en marchant très vite. « Où est-ce qu'on va, papa? Où est-ce qu'on va ?» disait le petit garçon, et il avait mal au cœur comme le jour de la purée de marron. « Chez Madame Buffran, dit papa. » Il
avait une drôle de voix, une voix comme celle du facteur le jour où une auto l'avait poussé et qu'il était tombé de bicyclette. « Elle est très gentille, dit papa. Tu la connais, tu coucheras chez elle. » Le petit garçon aurait bien voulu demander pourquoi, mais papa lui serrait la main trop fort. Il n'arrivait pas à le demander. Était-ce à cause de ça? Il avait de plus en plus mal au cœur. Tellement qu'il aurait voulu se coucher par terre comme le jour de la purée de marron. Mais papa lui serrait la main tellement fort, et pourtant, on allait trop vite. Et maintenant, il avait mal au cœur. Pas seulement au cœur, mais mal au cœur partout, au ventre, dans les jambes. Si ce n'était pas bête de dire qu'on a mal au cœur dans les jambes. Quand Madame Buffrand, qui était très vieille et toute ridée, les vit tous les deux, elle croisa ses mains sur la poitrine et dit « Mon Dieu !» Papa dit « Oui, voilà !» Et ils entrèrent. Et quand ils furent dans le petit salon qui sentait la cannelle, le petit garçon ne résista plus et il se coucha sur le tapis. Il n'entendit plus très bien ce qu'on disait. Il faisait trop noir pour pouvoir écouter. Madame Buffrand parlait, d'une petite voix cassée. Il l'entendait comme dans un rêve. Papa souleva le petit garçon et le porta sur un lit. Il lui caressa les cheveux longtemps et il l'embrassa très fort et longtemps, plus fort et plus longtemps que le soir d'habitude. Et puis Madame Buffrand lui donna une valise et il embrassa Madame Buffrand et il sortit. Et Madame Buffrand vint s'occuper du petit garçon, elle lui mit un mouchoir mouillé sur la tête et lui prépara de la camomille. Il vit bien qu'elle pleurait, elle essuyait ses larmes au fur et à mesure, mais ça se voyait quand même. Le lendemain, il était en train de jouer avec les cubes. Il entendit Madame Buffrand qui parlait dans la salle à manger. Les cubes devaient représenter le portrait d'un monsieur avec une collerette et un chapeau à plumes. Il manquait encore l'œil et le chapeau. Le petit garçon se leva et mit son oreille contre le trou de la serrure qui était juste à sa hauteur en se hissant sur la pointe des pieds. Il n'entendait pas très bien parce que les dames ne parlaient pas tout haut, elles chuchotaient. Madame Buffrand parlait de la gare. « Oui, disait-elle, oui, lui aussi. » Il cherchait à apercevoir sa femme dans un compartiment et l'on reconnut. « Grand Dieu !» dit l'autre dame. « Il n'avait donc pas pu s'empêcher. »« Non, » dit Madame Buffrand, « il n'a pas pu. Qui donc n'aurait pu ?» Il disait tout le temps « C'est ma faute, c'est ma faute. » Et puis on parla de lui, le petit garçon. Heureusement, disait la dame, heureusement que Madame Buffrand était là. Madame Buffrand répondit des mots, mais quelque chose mouillait son chuchotement et on ne pouvait pas comprendre. Le petit garçon retourna vers son jeu de cubes. Il s'assit par terre et chercha celui avec un œil. Il pleurait silencieusement, les larmes coulaient et il ne pouvait pas les retenir. Il trouva le cube avec l'œil et le mit à sa place. Le chapeau, c'était plus facile. Il reniflait en essayant de ne pas faire de bruit. Une des larmes coula au coin de la bouche. Il accueillit avec un coup de langue. Elle était salée. La plume, c'était le plus ennuyeux. On ne savait jamais si elle était à l'endroit ou à l'envers. Une larme, tombée sur la plume, glissa, hésita, y resta suspendue comme une goutte
gouttes de rosée. Nous passons maintenant à la seconde nouvelle, au second récit de Dino Buzzati, Pauvre petit garçon. Je vous donne ici le texte de l'édition en français de 1967, publié chez Lafon et réédité, ou plutôt réimprimé ici, dans le livre de poche. Pauvre petit garçon. Comme d'habitude, Madame Clara emmena son petit garçon, 5 ans, au jardin public, au bord du fleuve. Il était environ 3 heures. La saison n'était ni belle ni mauvaise, le soleil jouait à cache-cache et le vent soufflait de temps à autre, porté par le fleuve. On ne pouvait pas dire non plus de cet enfant qu'il était beau. Au contraire, il était plutôt pitoyable même, maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert, au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient laitue. Mais d'habitude, les enfants au teint pâle ont en compensation d'immenses yeux noirs qui illuminent leur visage exsangue et lui donnent une expression pathétique. Ce n'était pas le cas de Dolphy. Il avait de petits yeux insignifiants qui vous regardaient sans aucune personnalité. Ce jour-là, le bambin, surnommé Laitue, avait un fusil tout neuf qui tirait même de petites cartouches inoffensives bien sûr, mais c'était quand même un fusil. Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants, car, d'ordinaire, il le tracassait. Alors, il préférait rester tout seul dans son coin, même sans jouer. Parce que les animaux qui ignorent la souffrance de la solitude sont capables de s'amuser tout seuls, mais l'homme, au contraire, n'y arrive pas, et s'il tente de le faire, bien vite, une angoisse encore plus forte s'empare de lui. Pourtant, quand les autres gamins passaient devant lui, Dolphy époulait son fusil et faisait semblant de tirer, mais sans animosité, c'était plutôt une invitation, comme s'il avait voulu leur dire « Tiens, tu vois, moi aussi aujourd'hui j'ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de jouer avec vous ?» Les autres enfants éparpillés dans l'allée remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolphy. C'était un jouet de 4 sous, mais il était flambant neuf. Et puis, il était différent des leurs, et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. L'un d'eux dit « Hé, vous autres, vous avez vu la laitue, le fusil qu'il a aujourd'hui ?» Un autre dit « La laitue a apporté son fusil seulement pour le faire voir et nous faire bisquer, mais il ne jouera pas avec nous. D'ailleurs, il ne sait même pas jouer tout seul. La laitue est un cochon, et puis son fusil, c'est la camelote. Il ne joue pas parce qu'il a peur de nous, dit un troisième. Et celui qui avait parlé avant, peut-être, mais n'empêche que c'est un dégoûtant. Madame Clara était assise sur un banc, occupée à tricoter, et le soleil la nimbait d'un halo. Son petit garçon était assis, bêtement désœuvré, à côté d'elle. Il n'osait pas se risquer dans l'allée avec son fusil et il le manipulait avec maladresse. Il était environ 3 heures et, dans les arbres, de nombreux oiseaux inconnus faisaient un tapage invraisemblable, signe peut-être que le crépuscule approchait. « Allons, Dolphy, va jouer !» l'encourageait Madame Clara, sans lever les yeux de son travail. « Jouer avec qui ?»« Mais avec les autres petits garçons, voyons. Vous êtes tous amis, non ?»« Non, on n'est pas amis, disait Dolphy. Quand je vais jouer, ils se moquent de moi.
Tu dis cela parce qu'il t'appelle laitue. Je ne veux pas qu'il m'appelle laitue. Pourtant, moi, je trouve que c'est un joli nom. À ta place, je ne me fâcherai pas pour si peu. Mais lui, obstiné. Je ne veux pas qu'on m'appelle laitue. Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre et ce jour-là aussi. Dolphy avait tenté une fois de se joindre à eux, mais aussitôt il avait appelé laitue et il s'était mis à rire. Ils étaient presque tous blonds. Lui, au contraire, était brun, avec une petite mèche qui lui retombait sur le front en virgule. Les autres avaient de bonnes grosses jambes. Lui, au contraire, avait de vraies flûtes maigres et grêles. Les autres couraient et sautaient comme des lapins. Lui, avec sa meilleure volonté, ne réussissait pas à les suivre. Ils avaient des fusils, des sabres, des frondes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Le fils de l'ingénieur Weiss avait même une cuirasse brillante, comme celle des hussards. Les autres, qui avaient pourtant le même âge que lui, connaissaient une quantité de gros mots très énergiques, et il n'osait pas les répéter. Ils étaient forts, et lui si faible. Mais cette fois, lui aussi était venu avec un fusil. C'est alors qu'après avoir tenu conciliabule, les autres garçons s'approchèrent. « Tu as un beau fusil, dit Max, le fils de l'ingénieur Weiss. Fais voir. » Dolphy, sans le lâcher, laissa l'autre l'examiner. « Pas mal, reconnut Max, avec l'autorité d'un expert. » Il portait en bandoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins 20 fois plus que le fusil. Dolphy en fut très flatté. « Avec ce fusil, toi aussi tu peux faire la guerre, dit Walter en baissant les paupières avec condescendance. « Mais oui, avec ce fusil tu peux être capitaine, dit un troisième. Et Dolphy les regardait émerveillé. Il ne l'avait pas encore appelé laitue. Il commença à s'enhardir. Alors ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre ce jour-là. Il y avait l'armée du général Max qui occupait la montagne et il y avait l'armée du général Walter qui tenterait de forcer le passage. Les montagnes étaient en réalité de talus herbeux recouverts de buissons. Et le passage était constitué par une petite allée en pente. Dolphy fut affecté à l'armée de Walter avec le grade de capitaine. Et puis les deux formations se séparèrent, chacune allant préparer en secret ses propres plans de bataille. Pour la première fois, Dolphy se fit prendre au sérieux par les autres garçons. Walter lui confia une mission de grande responsabilité. Il commanderait l'avant-garde. Ils lui donnèrent comme escorte 2 bambins à l'air sournois, armés de frondes, et l'expédièrent en tête de l'armée avec l'ordre de sonder le passage. Walter et les autres lui souriaient avec gentillesse, d'une façon presque excessive. Alors Dolphy se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente rapide. Des deux côtés, les rives herbeuses avec leurs buissons. Il était clair que les ennemis, commandés par Max, avaient dû tendre une embuscade en se cachant derrière les arbres. Mais on n'apercevait rien de suspect. « Hé, capitaine Dolphy, pars immédiatement à l'attaque !» Les autres n'ont sûrement pas encore eu le temps d'arriver, ordonna Walter sur un ton confidentiel. Aussitôt que tu es arrivé en bas, nous accourrons et nous y soutenons leur assaut. Mais toi, cours le plus vite que tu peux. On ne sait jamais. Dolphy se retourna pour le regarder. Il remarquait que tant Walter que ses autres compagnons d'armes avaient un étrange sourire. Il
Il eut un instant d'hésitation. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il. « Allons, capitaine, à l'attaque » intima le général. Au même moment, de l'autre côté du fleuve invisible, passa une fanfare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolphy qui serra fièrement son ridicule petit fusil et se sentit appelé à la gloire. « À l'attaque les enfants » cria-t-il, comme il n'aurait jamais eu le courage de le faire dans des conditions normales. Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente. Au même moment, un éclat de rire sauvage éclata derrière lui, mais il n'eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé et, d'un seul coup, il sentit son pied retenu. À 10 centimètres du sol, ils avaient tendu une ficelle. Il s'étala de tout son long par terre, se cognant douloureusement le nez. Le fusil lui échappa des mains. Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos ardents de la fanfare. Il essaya de se relever, mais les ennemis débouchèrent des buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétries avec de l'eau. Un de ces projectiles le frappa en plein sur l'oreille, le faisant trébucher de nouveau. Alors ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent. Même Walter, son général, même ses compagnons d'armes. « Tiens, attrape, capitaine Laitue !» Enfin, il sentit que les autres s'enfuyaient. Le son héroïque de la fanfare s'estompait au-delà du fleuve. Secoué par des sanglots désespérés, il chercha tout autour de lui son fusil. Il le ramassa. Ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon. Il ne pouvait plus servir à rien. Avec cette douloureuse relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couverts de terre de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l'allée. « Mon Dieu, Dolphy, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait, mais ce qu'il avait fait, lui. Instinctif dépit de la brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu. Mais il y avait aussi l'humiliation de la mère. Quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin? Quelle misérable destinée l'attendait? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin? Pourquoi Dolphy restait-il si rachitique? Pourquoi était-il toujours si pâle? Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et se conduire par le bout du nez? Elle essaya d'imaginer son fils dans 15-20 ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme, à la tête d'un escadron de cavalerie, ou donnant le bras à une superbe jeune fille, ou patron d'une belle boutique, ou officier de marine. Mais elle n'y arrivait pas. Elle le voyait toujours assis, un porte-plume à la main, avec de grandes feuilles de papier devant lui, penché sur le banc de l'école, penché sur la table de la maison, penché sur le bureau d'une étude poussiéreuse. Un bureaucrate, un petit homme terne. Il serait toujours un pauvre diable, vaincu par la vie. Oh, le pauvre petit, s'apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec Madame Clara. Et secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolphy. Le garçon leva les yeux,
Reconnaissant, il essaya de sourire, et une sorte de lumière éclaira en bref instant son visage pâle. Il y avait toute l'amère solitude d'une créature fragile, innocente, humiliée, sans défense, le désir désespéré d'un peu de consolation, un sentiment pur, douloureux et très beau qu'il était impossible de définir. Pendant un instant, et ce fut la dernière fois, il fut un petit garçon doux, tendre et malheureux. Il fut un petit garçon doux, tendre et malheureux qui ne comprenait pas et demandait au monde environnant un peu de bonté. Mais ce ne fut qu'un instant. « Allons, Dolphy, viens te changer !» fit la mère en colère, et elle le traîna énergiquement à la maison. Alors le bambin se mit à sangloter à cœur fendre, son visage devint subitement laid, un rictus dur lui plissa la bouche. « Oh, ces enfants, quelles histoires ils font pour un rien !» s'exclama l'autre dame agacée en les quittant. « Allons, au revoir, Madame Hitler. »